Salut à vous et bienvenue dans cet épisode pas comme les autres de Kinément Vôtre. Aujourd'hui, rangez vos tapis de yoga, oubliez vos abdos, laissez tomber les noms de muscles imprononçables, pas de kiné au programme. On fait une pause et on parle de la vraie vie, celle qui court, qui déborde, qui fatigue, qui fait rire et parfois pleurer un peu aussi, faut se l'avouer. Bref, aujourd'hui on parle d'humain, sans blouse blanche, sans jargon, juste vous, moi, de la bonne humeur et je l'espère, des réponses à certaines questions. Ces dernières semaines, j'ai publié une mini-série autour des enfants et des écrans sur mes réseaux sociaux. Et je me suis dit que ce serait dommage de ne pas faire aussi un petit moment audio à partager ici tranquillement. Pas pour culpabiliser, pas pour donner des leçons, juste pour réfléchir ensemble, sourire et surtout se sentir un peu moins seul. Alors si vous avez déjà lancé un dessin animé pour 10 minutes seulement et qu'une heure plus tard votre enfant était toujours vissé devant l'écran, cet épisode est fait pour vous. Allez-y, installez-vous confortablement. On démarre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais envie de revenir rapidement sur une question toute simple. Pourquoi parler des écrans aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'on vit dans un monde où ils sont partout. À la maison, à l'école, dans nos poches, sur nos poignets. Et parce qu'ils font partie de la vie quotidienne de nos enfants aussi. Parfois même avant qu'ils sachent marcher. Alors, je suis souvent face à des situations insolites ou parfois des parents désespérés au cabinet. Alors non. L'idée n'est pas de tout interdire, ni de diaboliser les écrans en criant au scandale. L'enjeu, c'est plutôt d'apprendre à mieux les utiliser, de les remettre à leur juste place dans nos vies. Et surtout, de ne pas laisser les écrans décider tout seuls du rythme de nos enfants et du nôtre. Parce qu'au final, ce qui est valable pour eux, c'est aussi pour nous les adultes. On va donc revoir ensemble quelques repères simples, parce qu'avec un peu d'infos, un peu de recul et beaucoup de bienveillance, on peut vraiment changer beaucoup de choses au quotidien. Allez, on commence par poser les bases, chaque âge et son rapport aux écrans. Alors autant vous le dire tout de suite, c'est pas la même histoire si votre enfant a 18 mois, 6 ans ou 14 ans. Avant 3 ans, c'est très simple. Pas d'écran du tout. Et là, j'en entends déjà certains soupirer. Oui, je sais, c'est pas toujours simple dans la vraie vie. Un petit bout qui hurle dans la salle d'attente, un dîner qui déborde, un besoin urgent de 5 minutes de calme. On a tous cédé au moins une fois à la tentation du petit dessin animé juste pour souffler. C'est humain. Mais globalement, il faut retenir que le cerveau d'un tout petit a besoin d'interactions réelles. Entendre des voix humaines, voir des visages réels, manipuler des objets concrets, explorer son environnement avec ses mains, ses yeux, son nez, ses oreilles. Un écran, même éducatif, même mignon, va remplacer toutes ces expériences. Et c'est pour ça que pour les bébés, moins il y en a, mieux c'est. Et on sait tous qu'en disant zéro écran, ça permet d'en avoir au final le minimum possible. On est humain après tout. Entre 2 et 5 ans, on peut introduire un peu d'écran. Mais alors, vraiment un peu. Maximum 1 heure par jour. Du contenu adapté et pas n'importe quelle vidéo YouTube qui défile sans fin. Et surtout, un adulte présent pour expliquer, commenter, rassurer. L'écran doit être une activité partagée, pas une nounou silencieuse. Par exemple, vous pouvez regarder un dessin animé court et en parler ensuite. Qu'est-ce que tu as vu ? C'était drôle, triste ? Et puis tout simplement passer à autre chose. Entre 6 et 9 ans, le cerveau devient un peu plus mûr, mais l'écran reste un outil à encadrer. 1 heure à 1h30 maximum par jour. Toujours du contenu choisi, avec des pauses régulières. Ne pas transformer votre enfant en statue hypnotisée. À cet âge, c'est aussi le moment de commencer à parler des règles. On demande avant de prendre un écran, on respecte un ton donné et on sait que l'écran a une fin. Entre 10 et 12 ans, les écrans prennent encore plus de place, surtout avec l'école.
Les copains, les premiers jeux vidéo, les jeux en réseau. C'est 2 heures maximum par jour. Alors oui, d'une certaine manière, ça vous semble énorme. Mais en même temps, 2 heures, on y est vite, surtout avec l'école à l'heure actuelle. Il faut aussi des horaires très clairs et surtout, pas d'écran juste avant de dormir. La lumière bleue des écrans, ça va retarder l'endormissement. Et à cet âge-là, le sommeil est plus que sacré pour grandir et apprendre. Un enfant fatigué, c'est un enfant qui rame à l'école, qui s'énerve plus vite, qui tombe malade plus souvent. Et ouais, faut jamais l'oublier ça. Et chez les 13-17 ans, et même plus, car certains adultes relèvent de l'adolescence quand on parle d'écran. Là, c'est plus seulement une question d'horaire, c'est une question de régulation, d'autonomie et d'éducation au numérique. On ne peut pas et on ne doit pas tout contrôler, mais il faut poser un cadre cohérent. Limiter les écrans pendant les repas, après tout, c'est 1 heure où on communique. Interdire l'écran dans la chambre la nuit. Encourager plus d'autres activités hors ligne, à savoir le sport, l'art, les sorties et les vrais amis. À cet âge, il vaut mieux être un guide plutôt qu'un gendarme. Accompagner plutôt qu'espionner. Et oui, faire confiance, même si ce n'est pas toujours facile. En résumé, ce n'est pas seulement une question de combien de temps, c'est aussi une question de contenu, de contexte, de qualité de l'accompagnement. Et surtout, rien n'est jamais perdu. Même si un jour d'épuisement total, vous avez lâché 3 heures de dessin animé, ce qui compte c'est la dynamique globale et la conscience qu'on y met au fil du temps. Alors n'utilisez pas cette phrase comme excuse en disant c'est pas grave si ça se produit tous les jours. Non, ça doit vraiment être exceptionnel. Alors oui, on vous casse beaucoup les oreilles avec le risque des écrans. Mais soyons honnêtes, les écrans ont aussi du bon, quand ils sont utilisés avec discernement. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. Parce que sinon, on tombe vite dans le discours alarmiste « Les écrans, c'est le mal, il faut tout bannir ». Et franchement, ce n'est ni réaliste, ni utile. Alors, quels sont les vrais atouts des écrans ? D'abord, c'est un outil d'apprentissage incroyable. Un enfant peut apprendre une nouvelle langue en jouant, découvrir des documentaires sur les animaux du bout du monde, s'initier aux chiffres, aux lettres, à la logique, ou même développer des talents créatifs comme le montage vidéo ou la musique assistée par ordinateur. Un bon dessin animé, une appli bien pensée ou une série éducative bien choisie peut vraiment éveiller leur curiosité et enrichir leur vocabulaire. Petit exemple concret, quand j'étais jeune, je regardais le bus magique. J'en ai appris des choses. Et même il était une fois la vie. Ce qui m'a permis d'être une bonne kiné aujourd'hui. Ensuite, c'est aussi une stimulation de la créativité. Aujourd'hui, les enfants ne sont plus seulement consommateurs d'images, ils peuvent aussi devenir créateurs. Dessiner sur une tablette, créer leurs propres histoires, monter des petites vidéos avec les parents à côté, ou même inventer des musiques. L'écran devient alors un terrain d'expression, un espace pour tester, explorer, oser. Bien utilisé, c'est un formidable booster d'imaginaire condensé, alors que nous, on avait plein de différents jouets pour y arriver. C'est aussi une ouverture sur le monde. Grâce aux écrans, on découvre d'autres pays, d'autres cultures, d'autres modes de vie. Un enfant peut voir des dauphins en Antarctique, entendre parler japonais, visiter virtuellement un musée à l'autre bout de la planète. Et ça nourrit la tolérance, l'envie d'apprendre, la curiosité naturelle. C'est aussi un outil pour créer ou maintenir un lien social. Dans certaines situations, les écrans permettent de garder ce lien précieux. Une visio avec un grand-parent qui habite loin, des messages vocaux à un ami, un jeu collaboratif en ligne. Attention bien sûr à bien encadrer. Mais quand l'écran relie au lieu d'isoler, il peut parfois être un vrai outil affectif. Et ça, on l'a tous vu pendant le Covid.
C'est aussi une aide à certains profils types d'enfants. On va parler des enfants porteurs de TSA, donc des troubles du spectre autistique, de tous les enfants dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques, des TDA avec ou sans hyperactivité. Les outils numériques, dans ce cas-là, sont un vrai support. Alors, ils ont des applications adaptées qui permettent d'améliorer la communication, de structurer l'information visuelle, de renforcer la motivation ou de proposer des exercices ludiques pour apprendre autrement. Bien sûr, là encore, l'accompagnement humain reste central. En résumé, l'écran, c'est comme une boîte à outils. Ce n'est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend de comment on s'en sert. Et entre nous, si un dessin animé vous a permis de finir votre café chaud une fois cette semaine, moi je vous dis bravo. Pas besoin de tout rejeter. Il faut juste apprendre à choisir, doser et accompagner. Bon, maintenant qu'on a vu tous les jolis côtés des écrans, il faut qu'on refasse un point sur l'envers du décor. Parce que oui, même si les écrans peuvent être un outil formidable, mal utilisés, ils sont un vrai piège. Et l'idée, ce n'est pas de paniquer à chaque fois qu'un écran est allumé, mais de savoir où il faut faire attention. On va commencer par le sommeil, parce que c'est souvent le premier truc qui trinque. Quand un enfant est exposé aux écrans le soir, la lumière bleue bloque la production de mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. L'excitation visuelle maintient le cerveau en alerte. Résultat, il a du mal à s'endormir, parfois même il dort moins bien, plus superficiellement. Et surtout, il ne faut jamais oublier que ça peut aussi expliquer pourquoi vos enfants ne sont pas propres. Parce que oui, ça aussi, ça le ralentit. En plus, un enfant mal reposé, c'est un enfant qui est plus irritable, qui apprend moins bien et qui se fatigue 2 fois plus vite. Alors, désolé, mais le petit rituel du dessin animé juste avant d'aller dormir, on oublie tout de suite. On va privilégier un temps calme, une histoire, un câlin, une musique douce, comme on faisait avant. En plus, les écrans modernes comme YouTube, TikTok ou les jeux rapides sont conçus pour capter et fragmenter l'attention. Des images qui défilent toutes les 2 secondes, des effets sonores partout, des récompenses instantanées. Le cerveau s'habitue à passer d'une info à l'autre sans arrêt. Et dans la vraie vie, l'école, les devoirs, les conversations, c'est beaucoup plus lent, beaucoup moins waouh. Résultat, certains enfants ont de plus en plus de mal à rester concentrés, même juste 5 minutes et sur une consigne simple. Quand on parle de dépendance aux écrans, ce n'est pas juste une expression. Quand un enfant ou un ado regarde un écran, son cerveau reçoit des doses de dopamine, l'hormone du plaisir immédiat. Et plus il en reçoit, plus il en veut. C'est pour ça que vous entendez souvent « Encore 5 minutes »,« Attends, je finis ma partie »,« Encore une vidéo, après c'est la promis, j'arrête ». Et à force, couper devient une lutte. Et là, on est vraiment face à une dépendance qui est douce, mais bien réelle. Alors même si un enfant semble connecté à plein de choses via les écrans, en réalité, il est seul devant sa tablette. Il bouge moins, il interagit moins, il vit moins d'expériences humaines réelles. Et petit à petit, ça peut freiner son développement social. Sa capacité à comprendre les émotions des autres, à négocier, à collaborer. Et puis, il y a ce qu'on maîtrise pas toujours. Même en mettant des restrictions, il suffit d'un clic, d'un partage d'amis, d'une vidéo mal ciblée, et hop, violence, sexualité brute, discours haineux, fake news. Le cerveau d'un enfant n'est absolument pas prêt à voir ce genre de choses, à tout comprendre ou à tout digérer. D'où l'importance de rester proche, d'en parler et de guider sans espionner. Enfin, il y a un vrai danger qu'on minimise moins qu'avant, mais encore trop souvent, le harcèlement en ligne. Moqueries, menaces, humiliation publique, exclusion. Sur les réseaux, ça ne s'arrête pas. La sonnerie de l'école a retenti, mais les réseaux sont toujours là. Ça peut continuer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça peut très bien être invisible aux yeux des adultes. C'est pour ça qu'il est crucial de créer un espace de parole, de rappeler qu'ils peuvent venir vous parler sans jugement, de rester vigilants sur leurs humeurs, leur sommeil et leur comportement, parce que parfois, c'est là que vous verrez que ça se produit. En résumé, les écrans ne sont pas un problème en soi. C'est leur usage sans cadre, sans accompagnement, sans limite, qui peut créer ces déséquilibres.
La bonne nouvelle, c'est que chaque petit ajustement que vous mettrez en place va faire une vraie différence. Alors, quand on dit il est devant un écran, en réalité, ça ne veut rien dire tout seul. Un écran, c'est un outil, et tout dépend ce qu'on y fait dessus. C'est exactement comme une cuisine. On peut y préparer une salade pleine de vitamines, ou engloutir 3 tablettes de chocolat sans respirer. Je vous juge pas, promis, je le fais de temps en temps. Alors concrètement, on distingue plusieurs types d'écrans. Tout d'abord, les écrans passifs. Ça, c'est ceux qu'on connaît tous très bien. Dessins animés, séries qui défilent, vidéos YouTube à la chaîne. L'enfant regarde, mais il ne fait rien activement. Il reçoit de l'information, il la consomme sans interaction. Alors un peu d'écran passif de temps en temps, c'est pas grave. Mais à forte dose, ça rend passif dans la vie aussi. Moins d'initiative, moins de créativité, moins de curiosité. Puis on a l'écran interactif. Là, l'enfant agit. On est sur les jeux vidéo, les applis éducatives, les activités de codage. Il clique, construit, choisit, réfléchit. Le cerveau est plus sollicité. Logique, anticipation, prise de décision. Mais attention, certains jeux interactifs sont très addictifs. L'interaction doit être porteuse de sens, pas juste un enchaînement de récompenses sans fin, et pas simplement Fortnite. Non. On a aussi les écrans éducatifs. Là, on parle d'écrans réellement conçus pour apprendre. Documentaires animés, quiz ludiques, applications pédagogiques. L'enfant découvre, il enrichit ses connaissances, nourrit son cerveau. Un documentaire sur les volcans ou une application pour apprendre à lire, ça n'a rien à voir avec des vidéos TikTok de danse de 3 secondes. Mais l'accompagnement est toujours essentiel. Un documentaire, c'est bien, mais en parler après avec son enfant, c'est 1000 fois mieux. Et parfois faire d'autres recherches plus approfondies ou de mots qu'on n'a pas compris, ça c'est vraiment bien. On a l'écran social. Là, c'est l'écran qui relie. On est sur l'appel vidéo avec les grands-parents, le message aux amis, les jeux multijoueurs collaboratifs, encore une fois, on fait attention aux addictions, ça doit être bien encadré, mais ça peut aider à maintenir les liens, surtout quand la distance ou les circonstances séparent. Mais évidemment, c'est aussi là que le risque de l'écran social bascule dans l'écran d'exposition. Besoin de likes, se comparer aux autres, la pression sociale, le harcèlement. Au final, tous les écrans ne se valent pas. Le temps passé à créer, explorer, apprendre n'est pas équivalent au temps à passer à scroller, consommer ou zapper. C'est pour ça qu'il est important de savoir ce que fait son enfant, de varier le type d'écran et surtout de l'accompagner plutôt que de subir. Parce qu'un écran tout seul, ça n'éduque pas. Ça divertit, ça occupe, mais ça ne remplacera jamais la présence humaine, que ce soit pour le social ou pour l'éducation. Bon, soyons honnêtes, poser des limites, ce n'est pas l'activité la plus fun du quotidien parental. Mais c'est absolument essentiel. Parce qu'un enfant, un ado, et même certains adultes, n'ont pas de bouton stop intégré. Ils vivent dans l'instant présent. Ils suivent leurs envies, leurs plaisirs. Et face aux écrans, leur cerveau réclame encore un peu, allez, encore un peu. Et si nous, les vrais adultes, on ne pose pas de cadre, il n'y aura personne pour le faire à leur place. Alors je vais vous donner quelques indications pour mettre un cadre clair sans finir au bord de la crise de nerfs. Tout d'abord, définir des horaires fixes. Pas de on verra ou je te dirai quand arrêter. Non, on annonce à l'avance. Tu pourras regarder ton dessin animé après le goûter pendant 30 minutes, ou tu peux jouer sur la tablette entre telle heure et telle heure, pas après. C'est clair, c'est prévisible, c'est rassurant pour eux, même si sur le moment ils râlent, et en plus, vous pouvez vous aider d'un timer. Justement, le timer, c'est un outil neutre. Il y a aussi les alarmes visuelles ou les plannings affichés. Tout ça, ça permet que ce soit l'objet qui dit stop, pas vous directement. Ça fait moins de conflits, moins de c'est toi la méchante, le minuteur sonne, hop, c'est fini. Et si besoin, on peut prévoir un petit rituel pour accompagner la fin. Mais je vais en reparler juste après. On va prévenir avant de couper. Imaginez, vous êtes en plein milieu de votre série préférée et là, pouf, quelqu'un éteint la télé sans prévenir. Vous le vivriez comment? Mal. Mais pour eux, c'est pareil. Alors il faut préparer à la transition. N'oublie pas, il te reste 5 minutes, on arrête. C'est le dernier épisode, et on passe à table. Regarde le timer. Et puis, il faut s'y tenir, parce que encore un dernier épisode de dernier, non, je vous vois venir.
Il faut aussi proposer une alternative, parce que passer brutalement d'un écran lumineux captivant, hyper stimulant, à va jouer tout seul dans ta chambre, c'est un atterrissage brutal et ça déclenche souvent colère, pleurs, frustration. À la place, on propose un vrai après. Une histoire à lire ensemble, un jeu de société, un tour dehors, un câlin tout doux. Le cerveau passe d'un plaisir numérique à un plaisir humain. Et là, ça va vraiment prendre tout son sens. Il faut aussi rester cohérent entre adultes. Si vous êtes deux ou plus à gérer les règles d'écran à la maison, mettez-vous d'accord. Rien de pire que maman dit oui, papa dit non, mamie a dit juste un petit peu, mais encore un peu. Résultat, ça va juste lui apprendre à négocier. Et ils sont redoutables à ce jeu-là. Croyez-moi, je le vois au cabinet. Donc, on pose une règle commune, on la respecte ensemble, même si parfois c'est tentant de lâcher pour avoir la paix. Il faut donc un cadre qui n'est pas une prison, c'est juste un filet de sécurité. Ce qui permet à l'enfant de se repérer, de grandir et de se sentir en sécurité intérieure. Même s'il râle, même s'il négocie, même s'il boude 10 minutes sous la table, au fond de lui, il sait que ça va le protéger. Parlons maintenant d'un territoire un peu particulier, l'adolescence. Avec les ados, l'équation est un peu différente. Ils ont grandi dans un monde où les écrans sont partout. Et pour eux, la frontière entre vie réelle et vie numérique est beaucoup plus floue que pour nous. Pour eux, envoyer 50 messages par heure, poster une story, participer à une visio ou jouer en ligne avec des amis, c'est pas être sur un écran, c'est juste être en relation. Alors forcément, quand on arrive avec nos inquiétudes d'adultes, eux nous regardent souvent avec des yeux ronds. Parce que bah oui maman, c'est normal de passer 3 heures sur Insta, tout le monde le fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les écrans chez les ados remplissent des besoins réels. Besoin d'appartenance à un groupe, besoin de reconnaissance, besoin d'explorer leur identité. Et oui, ces besoins sont légitimes, même si parfois ça vous donne envie d'arracher le wifi. Mais, bah oui, il y a toujours un mais. Le cerveau d'un ado est encore en construction, surtout dans la zone qui gère l'impulsivité, la régulation émotionnelle ou la capacité de recul, c'est-à-dire le lobe frontal si vous voulez un peu de science. Du coup, ils peuvent se laisser entraîner dans les spirales de comparaison et d'autocritique. Ils s'exposent toujours sans en mesurer le risque. Ils tombent sur des contenus violents, choquants. Ils peuvent se faire harceler et parfois sans jamais oser en parler. Bref, même s'ils ont besoin de liberté, ils ont surtout besoin de balises. Et comment on fait? Pas en coupant tout. Pas en mettant des interdictions massives sans explication. Ça, c'est garanti. On obtient juste du clash, des portes qui claquent, et comme si c'était un défi qu'on leur mettait. Mais il faut instaurer des règles claires sur le temps des écrans, les horaires, les zones sans GSM, genre les repas, et surtout la nuit. Il faut explorer avec eux ce qu'ils font en ligne. Il faut poser des questions ouvertes et surtout sans jugement. Tiens, tu regardes quoi en ce moment? C'est cool? Il faut éduquer leur esprit critique. Tu penses que ce qu'on voit sur Insta, c'est toujours ce qu'on voit dans la vraie vie? Il faut aussi créer des espaces où ils peuvent en parler s'ils vivent quelque chose de lourd en ligne. Cyberharcèlement, pression sociale, angoisse, tout ça c'est des choses très fréquentes chez eux. Et surtout, mais alors surtout, quand ils roulent les yeux, quand ils râlent, quand ils disent ça sert à rien ce que tu racontes, il faut savoir qu'ils entendent, qu'ils enregistrent. Un parent présent qui pose un cadre et qui écoute, c'est un parent qui sème des graines dans le cerveau de son ado, même si la récolte semble loin. Alors voilà pourquoi, avec les ados, et même certains adultes, il faut garder le cap, avec souplesse, patience, beaucoup d'humour parfois aussi. Un stock de chocolat à portée de main pour nous, ça peut aussi bien marcher. Alors on a beaucoup parlé des écrans, de ce qu'ils apportent, de ce qu'ils prennent parfois. Mais il y a une chose qu'il faut se rappeler, et c'est peut-être le plus important de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est qu'aucun écran, aussi beau, aussi intelligent soit-il, ne remplacera jamais certaines choses essentielles pour un enfant. Le jeu libre, le vrai jeu, celui qui part dans tous les sens, celui où un coussin devient un radeau, un carton devient un château, où deux cailloux deviennent les meilleurs amis pour la vie. Le jeu libre permet de développer l'imaginaire, la créativité, la capacité à résoudre des problèmes et l'autonomie.
Pas besoin de consignes, pas besoin d'animation lumineuse, juste de l'espace et du temps. Il y a aussi le mouvement réel, pas le mouvement des pouces sur un écran tactile ou sur une manette, le vrai, courir, sauter, grimper, tomber, se relever, se salir. Le mouvement va permettre de développer la motricité, l'équilibre, la connaissance du corps, mais aussi la confiance en soi. Un enfant qui bouge est un enfant qui construit son corps et donc son identité. Et aucun jeu vidéo, même sportif, ne remplace une course effrénée dans le jardin ou une bataille de coussins avec papa et maman. Les interactions humaines, encore une fois, les vraies, celles où on se regarde, où l'on s'écoute, où l'on rit ensemble, où on se fâche parfois, mais surtout celles où on se comprend. Apprendre à lire dans les regards, à décoder une émotion, à consoler, à s'excuser. Tout ça, ça ne passe pas par les messages écrits, ça ne passe pas par les reels ou par les emojis. Ça passe par les visages, les voix et les vrais gestes. Il y a l'ennui. Alors oui, l'ennui. Cet espace vide, ce moment où je sais pas quoi faire, qui devient tiens, si je construisais un truc bizarre ou si je dessinais le monstre que j'ai imaginé. L'ennui est précieux. Il est le terreau de la créativité. Il apprend à tolérer l'attente, à avancer, à sortir de soi. Un enfant qui ne s'ennuie jamais est un enfant qui risque de chercher sans cesse des stimulations extérieures, au lieu d'apprendre à créer ses propres mondes et aussi son identité, encore une fois. Enfin et surtout, aucun écran ne vous remplacera vous. Votre regard qui encourage, vos bras qui rassurent, vos mots qui apaisent, votre présence même silencieuse. C'est ce lien humain, vivant, réel qui construit leur sécurité intérieure. Et peu importe les applis, les vidéos, les jeux dernier cri, vous serez toujours leur meilleur repère. Même si parfois ils ne le montrent pas. Même s'ils roulent des yeux. Même s'ils râlent. Au fond, ils le savent. Et c'est ça qui compte. Bon. On a beau avoir posé un cadre clair, choisi du contenu de qualité, limité le temps. Il y aura quand même des crises. Et c'est normal. Je le redis parce que c'est important. Ce n'est pas vous qui êtes nul, et ce n'est pas votre enfant qui est anormal. C'est juste que gérer la frustration, c'est une compétence qui s'apprend. Et pas avec les écrans. Et l'arrêt d'un écran pour un enfant, c'est un peu comme arracher un livre passionnant des mains d'un adulte qui est pile à la page la plus intéressante ou couper votre série Netflix 10 minutes avant la fin, tiens. Alors, que faire quand le moment de vérité arrive? Premièrement, prévenir avant de couper. Toujours, toujours, toujours. Un enfant plongé dans un jeu ou un dessin animé n'a pas conscience du temps qui passe. Alors on prépare la sortie. Encore 5 minutes. Puis dans 2 minutes on éteint. Et hop, le minuteur sonore sonne et on a besoin d'appuyer dessus, donc on sort du dessin animé. C'est bête, mais prévenir, c'est offrir un sas de décompensation émotionnelle. Il faut aussi être prêt à encaisser la vague. Parce que même avec tout ça, parfois ça râle quand même. Ou ça pleure. Ou ça négocie avec des yeux de chaton battus. Et là, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de rester calme. Pas de négociation de dernière minute. Pas de bon ok encore 5 minutes. Pas de cri en réponse à l'enfant. Juste, je comprends que tu sois frustré, c'est normal. Et maintenant c'est l'heure d'éteindre. Enfin, quelque chose d'éducation positive que vous connaissez certainement mieux que moi parce que vous connaissez votre enfant. Et oui, parfois il faut répéter 3 fois aussi. Il faut aussi offrir un après attractif. Passer brutalement de je suis plongé dans mon monde à tu n'as plus rien à faire, c'est violent, je vous l'ai déjà dit. Alors proposez tout de suite un relais. On va lire une histoire ensemble? Tu m'aides à préparer le souper? On sort faire un tour dehors, il fait beau. Le but, c'est que l'enfant sente qu'il ne perd pas tout, qu'après l'écran, il y a encore du lien, de la vie, du plaisir. Ne pas prolonger juste pour avoir la paix. Ah, la tentation, vous la connaissez, hein? Quand on est épuisé, débordé, qu'on n'a qu'une envie, c'est de passer une soirée sans cri. La tentation de dire, allez, encore 10 minutes, et après vraiment j'éteins. Sauf que chaque prolongation, juste cette fois, valide dans l'esprit de l'enfant qu'en râlant, en négociant, on peut gagner. Et du coup, la fois suivante, ce sera encore plus dur. Donc on tient, même si c'est dur. Et après, on va pleurer silencieusement dans les toilettes. C'est autorisé. Personne ne vous jugera. Il faut aussi se rappeler que ce n'est pas personnel. Quand un enfant hurle, tape du pied, dit « t'es méchant » ou « c'est pas juste », c'est pas contre vous.
C'est contre la frustration qu'ils n'arrivent pas encore à réguler tout seuls. Alors pour les ados, vous me direz, c'est qu'ils n'ont pas appris à la gérer avant. Mais vous êtes juste. Le mur sur lequel cette émotion se cogne, c'est vous en fait. Et plus vous êtes stable, calme, bienveillant, plus à long terme, votre enfant apprendra à traverser cette tempête sans sombrer. En résumé, oui, il y aura des crises. Oui, ce sera souvent épuisant. Et vous aurez envie d'abandonner. Mais à chaque fois que vous tenez doucement mais fermement la limite, vous donnez à votre enfant un cadeau précieux. Celui de grandir dans un cadre clair, d'apprendre la frustration et de sentir que même quand il est débordé par ses émotions, vous restez là, solide, présent, aimant. Un vrai parent, quoi. Voilà. On arrive à la fin de ce petit voyage ensemble autour des écrans, des enfants, parfois grands, des limites, des crises, mais surtout autour de la vraie vie. Si vous avez écouté jusqu'ici, je voudrais d'abord vous dire quelque chose d'important. Bravo. Bravo d'avoir pris tout ce temps pour réfléchir, parce que j'avoue que c'était un peu long aujourd'hui. Bravo de vous questionner, même quand c'est inconfortable. Bravo de chercher des repères dans un monde qui va vite, très vite, trop vite même. Parents, éducateurs ou proches, vous faites déjà un travail formidable. Même si vous en doutez, même si parfois vous vous sentez perdu, même si tout ne se passe pas comme dans les livres d'éducation, ce n'est pas la perfection qui compte, c'est la présence et cette fameuse constance imparfaite. L'amour maladroit parfois, mais toujours là. Alors si un jour vous craquez et laissez l'écran tourner plus longtemps que prévu, si un soir vous oubliez de dire 5 minutes avant d'éteindre, ou si vous finissez par crier stop au lieu de rester calme, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la trajectoire globale. C'est d'avoir envie d'accompagner, de guider, d'être là, à votre manière certes, mais de le faire. Et ça vaut bien plus que toutes les règles parfaites du monde. Alors si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le faire écouter à d'autres parents qui galèrent eux aussi parfois, à l'envoyer juste en petit message pour dire tu sais quoi, on est plusieurs dans ce bateau mais regarde, on peut mettre des choses en place. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà exactement là où vous devez être. Merci pour votre écoute, votre confiance et à très bientôt pour d'autres épisodes plus proches de mon univers kiné ou pour d'autres détours de vie comme celui-ci, je sais pas encore.